Bonjour. Madame la consul générale de la Suisse à Lyon, Madame la consul générale d'Allemagne ici représentée, mes chers collègues vice-présidents, vice-présidentes, Mesdames et Messieurs en vos qualités et grades, Madame Myriam Wali, chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants. C'est un honneur pour l'Université Jean Moulin Lyon 3 de vous accueillir pour ces quelques jours d'échange autour de la littérature francophone. Et c'est une joie et une grande responsabilité que d'ouvrir cette première édition du prix littéraire des étudiants européens francophones. Celui-ci s'inscrit dans la filiation du prix littéraire des jeunes européens, porté par nos amis de l'INSEC et particulièrement par Olivier Geneviève, créateur, animateur pendant 16 ans de ce prix et qui nous fait la très grande amitié d'être présent aujourd'hui. Que vous soyez ici, Monsieur Geneviève, amicalement et chaleureusement remercié. C'est l'Institut 2IF, porté par la Direction des Relations internationales de Lyon 3, qui organise la première édition de ce prix. En tant que marraine, je tiens à remercier ses équipes, et notamment Guillaume Godineau, Romain Bétoul, Justine Souk, Florence Gras, qui œuvrent depuis des mois pour que ces quelques jours ensemble se passent au mieux. J'exprime également ma gratitude à la Direction internationale de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui soutient moralement et financièrement ce projet, qui porte haut des intérêts et des valeurs défendus par notre université, la littérature, la francophonie et la coopération internationale. Ce nouveau prix nous amènera à repenser certaines modalités, envisager de nouvelles dynamiques en renforçant toujours nos échanges, à l'image du dialogue que nous avons noué ces dernières semaines avec les équipes enseignantes, toujours en aller-retour dans les mails, dans les visios, pour imaginer ensemble à quoi pourraient ressembler ces quelques journées. Car, chers amis de Francfort, de Cluj, de Łódź, de Turin, et je n'oublie pas nos collègues des universités de Murcia et de la vallée d'Aoste, qui viennent découvrir en tant qu'observatrices cette année, promesse, je l'espère, de futures collaborations. Car donc, chers amis, ce prix est d'abord la marque de votre implication, de l'engagement pédagogique des enseignants et enseignantes qui accompagnent les étudiants dans leur lecture, préparent ce séjour lyonnais et animent les rencontres littéraires. Et bien évidemment, de l'enthousiasme et du sérieux des étudiants qui ont lu les ouvrages finalistes, ont échangé, ont voté et sont maintenant présents ici. Votre présence à Lyon 3 et la richesse des journées que nous allons passer ensemble, à commencer par aujourd'hui, souligne la vivacité de la littérature francophone et l'amour que portent les étudiants européens pour de grands romans contemporains. Que vous soyez tous et toutes ici remerciés pour votre implication, votre présence, votre envie de faire vivre la francophonie à l'échelle européenne au sein de nos universités. Parmi les 7 ouvrages retenus pour la première phase du prix, 3 sont les finalistes de ce prix. Vous, étudiantes et étudiants, avez reçu ces 3 romans. Vous les avez lus, étudiés. Vous leur avez permis déjà de rayonner à travers toute l'Europe. Je tiens ici à rendre hommage aux 3 autrices sélectionnées. Alors, on m'a interrogé sur le fait qu'il n'y avait que des autrices. Que voulez-vous ? Il n'y a que des autrices finalistes. Ce n'est pas notre VP égalité qui présente ici qui verra un problème. Je tiens ici à vous rendre hommage. Annie Lulu, Zineb Mekouar et Myriam Wali, dont les romans de très haute tenue ont nourri de riches discussions dans les universités et ont ouvert des mondes aux étudiants. Et en cela, chère Myriam Wali, votre roman est peut-être le plus emblématique de ces mondes qui s'ouvrent pour nous. Je me permets d'en dire quelques mots, non sans une certaine timidité de lectrice face à vous. Comme de l'eau dans l'eau, le titre de votre roman nous plonge dans un futur proche,
Pas une dystopie futuriste, mais un monde qui ressemble déjà terriblement au nôtre, en plus chaud hélas, confronté déjà, mais nous bientôt, tous les bouleversements liés au changement climatique. Vous y dépeignez l'été interminable, figé dans la chaleur. Il n'est pas l'été des possibles ou de la liberté. Il est plutôt celui des périphéries oubliées, où le travail à l'usine est le seul destin, et où la jeune Marcelle, la protagoniste, est coincée entre un père incestueux, un frère, je reprends les mots de votre maison d'édition, neuroatypique et fugueur, qui n'a de cesse de partir à la recherche de la mère, qui a disparu depuis bien longtemps. Marcelle regarde le monde. Elle fait défiler les pages Instagram sur son téléphone, et même le Dalai Lama a un compte, fait-elle remarquer, à défaut de véritablement pouvoir vivre sa vie. Ce quelque chose d'implacable des jours de canicule contamine le lecteur. Et pourtant, à vous lire, chère Myriam Wali, on est frappé par la tension constante entre la dureté du monde que vous racontez, le caractère très direct de l'écriture à la deuxième personne, qui saisit immédiatement le lecteur, et le style volontiers poétique, parfois étonnamment espiègle. C'est un privilège pour nous de vous recevoir aujourd'hui et je me réjouis des échanges que vous vous apprêtez à avoir avec la salle. Merci à vous d'avoir longé le Rhône. Je ne sais pas si vous avez fait comme les oiseaux, à vous amuser à frôler l'eau. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, il s'agit d'une des dernières images du roman, mais vous voilà parmi nous. Dans quelques minutes, nous vous remettrons avec un grand bonheur la médaille de Lyon 3 pour consacrer votre travail, la générosité de votre présence et de votre écriture qui permet de faire connaître une nouvelle génération d'auteurs et autrices suisses. Je vous souhaite à tous et toutes de riches et joyeux échanges et vous remercie très sincèrement au nom de toute la communauté de Lyon 3 de nous faire l'honneur et l'amitié de votre présence. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais passer les salutations comme elles ont été déjà faites. Je suis ravie d'être ici parmi vous. C'est pas la première fois que je suis là, donc ravie d'être de retour. Je trouve que c'est toujours très rafraîchissant d'être ici parce que plus souvent mon public est plutôt plus âgé. Donc voilà, cette jeunesse-là me motive. J'aimerais remercier l'Institut international pour la francophonie de son invitation et puis surtout saluer la présence de ma compatriote Myriam Wali et puis la féliciter pour ce prix. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lire votre livre, mais ça sera fait tout bientôt. J'aimerais vous parler un tout petit peu de francophonie du point de vue suisse, mais aussi de mon point de vue de consul général, parce que pour moi, la francophonie, c'est pas seulement une langue commune, c'est aussi un espace de valeurs, d'échanges et de diversité, et surtout dans un monde qui est un petit peu cabossé ces temps. Vous le savez, la Suisse a a 4 langues nationales. Donc le français, évidemment, avec 23% de la population. L'allemand, je salue les collègues d'Allemagne, les étudiants d'Allemagne qui sont ici. L'italien, avec 8% aussi. Là, je salue les étudiants qui sont venus d'Italie. Et puis le romanche, la 4e langue, avec 0,5%, qui est une langue qui est parlée à l'est de la Suisse. La francophonie, c'est aussi un espace d'opportunité, de mobilité économique et surtout d'échange culturel. Donc, à vous, étudiants, je vous invite à préserver cette richesse de la langue française et tiens encore une fois à remercier l'Institut international pour la francophonie et vous, les étudiants, pour votre engagement envers la langue et la culture francophone. Bel échange, bonne matinée. Merci. Manuel, est-ce que tu veux... c'est le moment. C'est le moment, je pense qu'on peut... Juste dire un petit mot. Ouais, merci.
Manuel Jobert, directeur de l'Institut international pour la francophonie et vice-président chargé des relations internationales, avec mon collègue Pierre-Yves Maudicom, vice-président relations internationales, plus spécifiquement chargé de l'Europe, ce qui explique notre double présence. Moi pour la francophonie, Pierre-Yves pour l'Europe. Donc, il se joint à moi pour vraiment vous souhaiter la bienvenue. Nous sommes vraiment très heureux que ce prix puisse chaque année avoir lieu, donc sous une nouvelle forme cette année. Je renouvelle quand même mes remerciements à l'équipe de 2IF pour avoir permis ce virage et le fait de pouvoir continuer avec ce prix littéraire. Vraiment, je suis très heureux que ma collègue du département de lettres de la faculté des humanités, lettres et sociétés ait accepté d'être la marraine. Pour nous, c'est très important. Madame la consul générale, vous parliez de la francophonie. La francophonie, comme vous le savez, marche sur deux pieds, c'est-à-dire la francophonie institutionnelle, avec l'OIF, l'AUF, tout ce qui se passe au niveau politique, mais aussi, et c'est vraiment quelque chose en quoi nous croyons, la francophonie petit f, j'aime pas bien cette distinction grand F, petit f, comme s'il y en avait une qui était moins importante que l'autre, mais qui relève de la culture et de la littérature et de la transmission de la langue au plus près de l'humain. Et c'est vraiment ça qui nous importe. Et c'est pour ça que nous sommes toujours très heureux d'accueillir des autrices et des auteurs aussi, hein, c'est pas exclusif. Mais il y a 15 jours, on a reçu Madame Kang, qui est la première autrice coréenne à avoir écrit un roman en français. Donc vous voyez, il y a une continuité dans nos actions au niveau de la francophonie. Donc nous sommes vraiment heureux de recevoir des autrices parce que ça montre la vivacité de la langue et le fait que la langue s'enrichit justement de ces contacts. Et c'est vrai qu'avoir comme marraine quelqu'un du département de lettres modernes, c'est aussi très important pour nous. Donc merci beaucoup Agnès. Je sais qu'en ce moment c'est un peu compliqué, mais merci d'avoir accepté cette tâche. Je vais bientôt remettre une médaille. Mais avant, je veux aussi vous présenter nos excuses parce que, vous le savez peut-être pas, nous sommes en pleine évaluation du Haut Conseil HCERS, d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Donc en ce moment, on a des journées, c'est pas très intéressant. On aimerait bien rester avec vous. Malheureusement, on va pas pouvoir, mais on est très heureux d'être là tous. Donc vous avez mon collègue vice-président Europe, ma collègue vice-présidente chargée des études et spécifiquement du handicap aussi, mon collègue vice-président chargé de la culture, ma collègue et épouse chargée de l'égalité homme-femme. Non, le titre est plus compliqué, c'est pour ça que je bute à chaque fois. L'égalité homme-femme, même s'il y a un déséquilibre en faveur des femmes cette année, on va laisser passer. Donc voilà, j'en ai assez dit. Il est temps de remettre la médaille d'honneur de notre université. Je viens vers vous aussi. Voilà. Sincères félicitations et merci pour votre présence. Merci. Alors, je ne suis pas très forte pour l'improvisation. J'ai peut-être l'émotion de quelqu'un qui aurait donné toute sa musculature pour faire beaucoup de sport et qui, au final, est récompensé par une médaille. C'est pas tout à fait ce que j'ai fait, mais c'est la première fois de ma vie que je reçois une médaille. Donc, merci. Musculature cérébrale, pour le coup, plutôt, mais ouais. Merci infiniment pour l'accueil et je me réjouis de cet échange avec vous. Et peut-être je nous propose de nous tutoyer, si vous êtes d'accord. Pour ma part, ça faciliterait les échanges. Voilà. Merci. Est-ce que je pose le micro ici ? Je te remercie. Eh bien, dans ce cas-là, j'ai aussi l'honneur et le plaisir d'ouvrir la discussion à proprement parler sur le roman de Myriam Bally. Et avant même d'entamer la discussion, vous le savez peut-être, j'aime bien inclure donc des étudiants et des étudiantes dans la modération. Donc je vais demander d'abord à Sophia de nous présenter avec ses propres mots
le roman et puis l'écrivaine. Sophia, je ne sais pas si... Oui, merci. Alors, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire notre invitée, Myriam Vali. Elle est née en 1989 dans le Jura bernois. C'est une région francophone de la Suisse et elle est écrivaine et traductrice suisse. Elle a étudié le cinéma, la philosophie et la littérature à l'Université de Lausanne, ainsi que l'écriture créative à l'Université de Bienne. Elle a publié son premier roman, Venir grand sans virgule, en 2018 et qui est aussi adapté au théâtre en 2021. Et la traduction allemande, Ohne Komma, est parue en 2023. Dans les médias, elle est saluée pour sa prose poétique et en 2024, elle a publié son nouveau roman, Comme de l'eau dans l'eau, le sujet de notre conversation aujourd'hui. Et je vais introduire le roman de nouveau. Le roman raconte l'histoire dure de la jeune fille Marcel, qui essaie à trouver sa place dans un monde dystopique et dans une famille destructive. L'histoire prend place dans le village La Plaine, près de la frontière française, dans un futur proche changé par la crise climatique. La protagoniste a une vie dure parce qu'elle doit travailler dans une usine pour gagner de l'argent pour la famille, parce que sa mère a disparu et son père est malade. Et aussi, elle doit s'occuper de son frère neuroatypique. Mais malgré tout, Marcel est une jeune adolescente qui veut trouver sa place dans ce monde et qui expérience tous les sentiments et désirs de l'adolescence et aussi rêve de s'enfuir sa situation. Comme de l'eau dans l'eau est un roman qui raconte d'une façon impressionnante la situation d'une jeune personne dans une réalité brutale, pas loin de nous. Merci beaucoup pour votre visite. Merci pour cette très jolie ouverture. Et du coup, on va directement passer à quelques questions sur le roman. Donc, il y a eu plusieurs thématiques qui ont déjà été énumérées par Sophia. Et donc, j'en ai noté quelques-unes aussi. Donc, il y a un peu cette dimension de roman d'apprentissage d'une adolescente qui va vers le monde adulte et qui rencontre beaucoup d'obstacles. Mais il y a aussi quand même clairement la thématique des abus sexuels et de l'inceste au sein de sa famille. Il y a la figure absente de la mère, un frère neuroatypique, et puis une sorte de violence de la marginalisation, et bien sûr, sans parler de la crise environnementale, le contexte post-industriel. Ça fait beaucoup de choses. Et justement, parmi toutes ces choses, je me demandais dans un premier temps, est-ce qu'il y a en fait un thème qui devait ressortir plus particulièrement, que vous vouliez que tu voulais du coup, mettre plus en valeur que les autres ? Je ne crois pas, non. Je ne crois pas parce que pour moi, le fait qu'il y ait un foisonnement de thématiques qui peut aussi paraître comme étant trop, parce que souvent on a l'habitude de voir un film avec un thème ou de lire un livre avec un ou deux thèmes. Et là, il y en a vraiment, et pas des légers, pas mal. Et je vous le dis de manière très transparente, ça n'était pas conscient. J'ai pas choisi d'en mettre autant. Et a posteriori, je me dis que c'est une assez bonne allégorie de la vie. C'est-à-dire que dans la vie, en fait, on ne décide pas que tout arrive en même temps. Imaginons que Jeannette habite dans le quartier du coin, elle est étudiante dans cette école et aujourd'hui, elle n'a pas pu... Je fabule, je raconte une histoire. Aujourd'hui, elle n'a pas pu venir parce que sa grand-mère est tombée dans la cage d'escalier et il se trouve que dans la ferme de son oncle, il y a un incendie en même temps. Et franchement, sans vouloir être catastrophique, c'est la vie en fait. On ne peut pas décider qu'est-ce qui nous arrive en même temps. Et peut-être qu'en parallèle de la jambe cassée et de l'incendie, peut-être que Jeannette est en train de vivre un chagrin d'amour et qu'elle doit préparer ses examens. Et en fait, pour moi, c'est aussi compliqué de choisir des thématiques et ça me paraît un peu artificiel aussi.
hier, j'ai eu une intervention médicale. Aujourd'hui, je suis ici. Dans mes émotions, il se passe ci. Il y a tout qui se passe en même... Pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que la vie, c'est vraiment... Tout arrive en même temps, puis on essaye en fait de faire en sorte que les émotions, ça se passe dans le cabinet de la psychologue, que le bras cassé, ça se passe là. Mais en fait, les sensations, elles sont toutes là en même temps, et les informations, elles sont toutes là en même temps aussi. Et surtout, dans notre époque, en fait, où, en tout cas moi, je ne sais pas comment vous gérez ça, mais j'ai de la difficulté à gérer le nombre d'informations qui me viennent dessus tous les jours. Et je pense que ce roman, il reflète aussi un peu ça, non ? Moi, sincèrement, j'aimerais bien faire 2 semaines en Provence en ne réfléchissant qu'à mon bronzage, mais ça n'arrive pas. Oui, merci beaucoup. Ça nous éclaire sur les thématiques, parce que forcément, on fait des analyses et on se demande toujours, quelle est la thématique peut-être à analyser en particulier. Donc oui, ça nous éclaire beaucoup. Et une question suivante, un peu sur cette frontière entre la fiction et le réel. On s'est bien sûr demandé dans nos échanges, il y a cette très jolie carte au début du roman sur la plaine, donc qui est très réaliste, enfin qui nous parle de réalisme. Est-ce que ce lieu, il existe? Et si oui, quelle signification il a pour vous? Alors oui, ce lieu, il existe. Et aujourd'hui, en train, je suis passée par ce lieu. Enfin, le train ne s'est pas arrêté, mais c'est tout au fond du canton de Genève. Donc, c'est vraiment à la frontière entre la Suisse et la France. Et c'est un assez petit village que je considère un peu comme un non-lieu. J'imagine qu'il y a énormément de gens qui habitent la plaine, qui en fait travaillent ailleurs et qui y habitent sous forme de dortoir. C'est une cité dortoir. Une cité dortoir qui est juste au bord du Rhône, donc qui pourrait être en fait, en théorie, magnifique, et dans lequel il y a cette très grande usine qui existe vraiment, ce qui s'appelle Firmenich, qui crée des parfums, des fragrances, des senteurs de yogourt. Et en fait, un jour, un ami m'a dit qu'il avait grandi à la plaine, et dit Ebene, la plaine. Ah. Et moi, j'adore les cartes géographiques, et surtout, j'adore les noms de lieux, parce que ça vient électriser mon imagination. Et donc, les jours qui ont suivi le fait qu'il m'ait dit qu'il a grandi là, j'ai dû aller sur place. Et depuis lors, jusqu'à la fin de l'écriture du livre, j'y suis allée vraiment à de nombreuses reprises. Et je me suis familiarisée avec cet endroit qui m'a permis d'opérer... c'est un peu ma stratégie d'écriture, c'est-à-dire que je prends une ou plusieurs thématiques et je les déplace géographiquement ou dans le temps pour être en mesure de les fictionnaliser. Un peu comme si on avait de la pâte et puis qu'on allait mettre des pouces dedans pour transformer la réalité. Et transformer la réalité, pour moi, ça m'aide de la transposer dans un espace-temps différent. Eh bien, justement, ça répond presque déjà à ma prochaine question sur cet endroit du coup qui est très romancé et fictionnalisé. Et ma question, c'était est-ce qu'il y a cette intention volontaire de se détacher du réel aussi en mettant l'action dans un futur proche? On s'est demandé est-ce qu'il y a une dimension dystopique avec la crise environnementale? Est-ce qu'on peut parler de dystopie en fait ou pas? Donc dans un peu cet écart, il y a une accroche dans la réalité, dans ce lieu réel, la plaine, et en même temps une volonté de s'écarter de la réalité par le futur proche. Est-ce qu'on peut parler de dystopie ou pas vraiment? Non, plutôt, là je vais dire un très gros mot, plutôt de prophétie, j'ai envie de dire. De prophétie, d'accord. Je suis quelqu'un d'assez optimiste et à la fois, donc j'ai l'impression que tout n'est pas sombre dans ce roman non plus. Le personnage principal est quand même assez régulièrement en mesure de s'enthousiasmer ou en tout cas d'observer le monde avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'odeurs. Et à la fois, maintenant on est en 2026 et je ne sais pas quel âge vous avez, vous êtes certainement beaucoup plus jeune que moi, mais disons entre 20 et 30 quelque part, 20 et 25. Je ne sais pas comment ça va être dans 10 ans en fait. Donc la dystopie, elle a quand même un peu quelque chose de fictionnel. Et évidemment que c'est un roman, c'est une fiction, mais les aspects que je décris, je ne pense pas qu'ils soient complètement farfelus, en fait.
C'est pas que de l'imaginaire. D'accord. Ouais. Merci. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, mais ma question n'était pas très claire non plus. Donc. Ça va. Alors. Oui, et sur ce, je vais passer la parole à Cédric, qui a aussi analysé un peu votre roman et qui va nous présenter sa façon de le voir. Exactement. Est-ce qu'on peut... Oui, ça marche. Alors, je pense qu'on a déjà écouté que le monde de votre... ou de ton roman est marqué par une abondance des crises. Alors, personnelle avec, par exemple, la famille dysfonctionnelle, la perte précoce de la mère, mais bien sûr aussi collective avec le réchauffement climatique. Et alors, bien que la situation de l'héroïne, alors de Marcel, bien qu'on ne puisse pas le présenter comme normal, je pense que c'est ce sentiment d'être tiraillé entre, premièrement, ces crises qui sont vraiment touchantes et très graves, et de l'autre côté, bien sûr, aussi cette quotidienneté qui demande aussi, c'est vraiment un sentiment où c'est vraiment un grand facteur de l'identification. Alors pour moi, particulièrement au cours de la lecture. Et c'est comme ça, dans ce cadre, il y avait une phrase qui m'a particulièrement frappé dans le roman, et ça c'est à la page 69, qu'on a un narratif note, et je cite « Les 3 moyens chez les êtres vivants de répondre à un danger, fuir, attaquer ou se figer ». Et pour moi, j'ai lu aussi cette histoire de Marcel comme l'histoire d'une adolescente qui essaye un petit peu de surmonter cet état figé, ou ce sentiment d'être figé par son environnement. Et c'est comme ça qu'on a pris la décision de structurer cette discussion aujourd'hui à travers ces 3 états. Alors de se figer, de fuir peut-être, et aussi d'attaquer, peut-être si c'est le cas. Et comme ça, j'aimerais bien commencer avec la partie de figer. Et là, la première question, c'est que... Alors, j'ai déjà parlé du fait que Marcel est confronté à beaucoup de crises. Et je voudrais bien te demander comment ou dans quelle mesure on pourrait interpréter Marcel comme peut-être l'image de la psychologie humaine face à la crise. Alors, comment est-ce que l'homme ou un individu peut travailler ces crises et ce sentiment de figé? Peut-être est-ce que c'est aussi un certain esprit de temps. Alors, pour nous, pour aujourd'hui, pour la jeunesse. Je vais citer un podcast que j'ai entendu dernièrement, dont je ne connais plus l'auteur, pardonnez-moi, mais qui parlait de la dichotomie entre la robustesse et la performance. Et dans un monde qui est en crise constante et en mouvement constant et qui va très 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 vite, du côté de ce qu'on a pratiquement toutes et tous appris, c'est-à-dire du côté de la société capitaliste qui voudrait qu'on réussisse, qu'on performe, on a ce qu'on appelle justement la performance, qui a, pour moi je dirais, peut-être on pourrait métaphoriser ça sous la forme d'une flèche. Il faut aller là, il faut performer, il faut être fort, il faut être intelligent, il faut gagner beaucoup d'argent. Et tout ça au détriment de l'écologie. Et ça fonctionne à l'échelle humaine parce qu'on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'être sûr qu'on va y arriver, qu'on est bon, qu'on est intelligent. Mais à l'échelle très, très plus large du temps qui passe et de l'écologie, en fait, c'est subjectif, hein, mais... c'est un modèle qui se pète la gueule, si je peux me permettre. Et à contrario, la robustesse, ce serait la qualité, par exemple, d'une plante qui est capable de pousser même si on la coupe et qui est capable aussi, par exemple, de péter du béton par en dessous. Et donc, c'est pas forcément une qualité de force ou de c'est pas une qualité performante en fait. La robustesse, c'est être en mesure de rester là où on est et de faire face à la tempête. En fait, pour moi, la robustesse, ce serait l'image d'un arbre qui a tellement été ballotté par le vent que le haut de son corps d'arbre fait comme ça et le tronc reste. Et il est toujours en vie. Okay, il a passé les tempêtes et tout, mais il n'est pas en train de performer, il n'est pas en train de faire des milliards de feuilles, Et que je pense que Marcel fait dans ce roman, c'est peut-être plus de l'ordre de la robustesse que de la performance. Ça répond à votre question ? Oui, bien sûr. Et peut-être dans ce cadre, on a parlé de la robustesse, mais en même temps, elle est adolescente.
Et normalement, l'adolescence, c'est vraiment un temps très dynamique. Alors, Ouais, elle est robuste beaucoup trop tôt, en fait. oui, exactement. On lui demande d'être robuste beaucoup trop tôt, non seulement à cause des éléments extérieurs, mais aussi intérieurs à la maison qu'elle habite avec sa famille. Pardon. Non, c'est pas de problème, ça marche parfaitement parce que ta prochaine question, ça serait selon toi, ça fait quoi avec une adolescente d'être forcée de développer cette robustesse si tôt et si précoce peut-être? Alors, peut-être avec l'exemple de Marcel. Bon, là, je vais faire une réflexion qui est un peu psychologisante, mais je pense que vous connaissez toutes et tous peut-être un ou deux enfants dans votre entourage ou un ou deux adultes, ex-enfants, qui ont dû endosser des responsabilités bien trop tôt pour X ou Y raisons familiales, und so weiter und so fort. J'ai l'impression que ce que ça développe, c'est que on a de la peine en tant qu'adulte après ça à se laisser aller, because we are in charge. Et je pense que c'est ça que ça fait aussi avec Marcel. Elle s'occupe de son frère, she's in charge. Et c'est pas forcément négatif, simplement dans l'idéal, c'est encore très psychologisant, hein, mes excuses pour ça, mais dans l'idéal, après avoir tenu le coup tellement longtemps, ce serait super aussi de pouvoir se laisser aller. Alors là, on commence déjà à s'enfuir un petit peu de cet état figé. Oui. Et avant qu'on fait ça, j'aimerais bien vous demander... Alors, on a beaucoup parlé d'être figé et des facteurs intérieurs, de la psychologie, mais je pense que dans votre roman, vous travaillez aussi un petit peu... Oh, toi, tu travailles, excuse-moi, c'est pas vraiment l'habitude. Toi, tu travailles aussi un petit peu l'expérience collective. Et là, il y a vraiment cette dichotomie dans la plaine entre la crise et la quotidienneté. Alors, d'un côté, l'électricité est rationnée, et de l'autre, on peut encore acheter un Coca-Cola au kiosque. Alors, il y a vraiment cette ambivalence. Et comment, ou pensez-vous que peut-être ces commodités capitalistes et économiques sont-elles aussi une sorte de paralysie ou d'endormissement en mais complètement. d'être figé? Complètement. Puis là, ça dépasse vraiment clairement le cadre de cette petite chose. Juste là, maintenant, moi, je parle de paralysie quand je vois dans le même monde... comment s'appelle la région qui a été en feu l'année passée en France? Ribaute, la forêt de Ribaute, dans l'Aude. Il y a eu 15 hectares qui sont partis en flammes. Ribaute, oui. C'est juste, oui. C'est énorme, hein. Et puis c'est pas... Justement, on a l'impression que ça se passe toujours un peu ailleurs, hein, en Espagne, en Italie. En fait, en France aussi, apparemment. Et puis nous, on n'est pas encore super touchés en Suisse, mais ce n'est qu'une question de temps. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que les forêts sont en feu et je mets des virgules et des etc. parce que la liste, il n'y a pas seulement les forêts. Voilà. Et en même temps, il y a des gens qui vont faire des vacances à Dubaï. Et en fait, ces gens, c'est pas que c'est des gens méchants, c'est qu'ils sont... En fait, les gens qui ont conscience de la crise écologique sont figés et les gens qui n'en ont pas conscience sont également figés. Et personne ne fait mieux, il n'y a pas de jugement de valeur, en fait. Je veux dire, moi, par exemple... De temps en temps, je m'achète des habits neufs et je sais ce que ça veut dire de s'acheter régulièrement des habits. Ça veut dire un coût de production, un coût d'eau, etc. Et je le fais quand même. Je veux dire, pour répondre à votre question, je pense qu'on est toutes et tous d'une certaine manière figés avec un niveau de figement. Paralysie peut-être. De paralysie qui nous est propre avec notre propre histoire. Je ne suis pas tout à fait sûre que ça réponde à votre question. Mais... Je pense que si, oui. Okay. Oui, moi aussi, j'ai appris un concept en lisant des articles, c'est cette dissonance cognitive. Donc, la dissonance cognitive. C'est ça, entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. Donc, ça représente bien aussi cet état un peu figé de paralysie mentale, presque. Mais oui. Aussi physique. Mais oui. Et du coup, c'est vrai que ce sera une bonne transition vers la deuxième partie qui est sur la fuite, parce qu'on a quand même l'impression que la protagoniste essaye de fuir cet état, de fuir son propre corps parfois, et son propre corps surtout à travers le style. Donc on a vraiment eu l'impression que la prose poétique était une forme d'échappatoire un petit peu de ce quotidien, de ses responsabilités. Et est-ce qu'on peut lire du coup la prose qui est extrêmement poétique, métaphorique, comme une forme de fuite en avant?
C'est drôle, je pense que beaucoup d'écrivains et d'écrivaines pourraient dire la même chose, mais souvent on se voit poser des questions auxquelles on n'avait pas du tout réfléchi. Là, je vais peut-être plutôt parler du point de vue de l'écrivaine que de celui de la narratrice ou du personnage principal. Je pense que moi, en tant que personne écrivante, ça m'a aidé en fait de pouvoir fleurir la langue, ou en tout cas jouer avec, pour pouvoir supporter les thèmes que j'abordais aussi. C'était un peu comme d'avoir un sugus ou un chocolat à côté pour compenser peut-être une certaine lourdeur des thématiques abordées. Mettre un peu de jeu, de couleur dans la langue. En tout cas, c'est une prose qui marque vraiment, hein, qui est très frappante dans sa poésie, dans cette dimension un peu, comment on dit, aérienne presque. Et il y a une phrase qui m'a marquée par rapport à ça, et justement sur l'idée que la poésie est presque une forme est presque salvatrice. C'est aussi pas seulement une phrase, c'est un personnage, donc le personnage de Giacomo, si je le prononce correctement, qui est un jeune garçon qui déclame des vers, qui lit des livres et qui lit de la poésie, et dont la narratrice s'éprend un tout petit peu, en tout cas pas amoureusement, mais elle est charmée surtout par cet aspect du fait qu'il lise de la poésie et des livres et qu'il lui déclame des vers de poésie. Et il y a cette phrase, page 50, il a commencé à réciter des vers. Tu n'avais jamais entendu les mots comme ça. Tu ne savais pas que dans le monde des caresses, les mots pouvaient se substituer aux mains. Donc là, on a vraiment l'impression qu'il y a cette rencontre entre la protagoniste et le monde poétique. D'où la question. Et une autre question, c'est quand même sur le style. Donc, cette narration à la deuxième personne du singulier. Pourquoi? Donc, ça produit plein de choses et je vais pas trop les étayer. Mais pourquoi ce choix de la narration à la deuxième personne du singulier qui a beaucoup marqué? Parce que pour moi, c'était plus facile. J'ai pas vraiment réfléchi très longtemps. C'était juste que si j'écrivais en tu, ça allait être moins proche de moi. Même si toutes les thématiques abordées ne me concernent pas en tant qu'être humain, le fait de déplacer ça à la deuxième personne du singulier, c'était un peu comme le déplacement spatio-temporel en fait. C'est des espèces de stratégies pour moi pouvoir prendre de la distance avec ce que j'écris. Franchement, il n'y a pas plus que ça. C'est vraiment une stratégie de mise à distance. Donc de mise à distance et non pas plutôt de rentrer dans l'intimité de Marcel, parce qu'on a aussi l'impression que du coup on est, bien sûr dans sa tête, mais de façon encore plus intime qu'un récit peut-être à la première personne du singulier, avec cette confrontation très... Mais c'est un doublon en fait, c'est-à-dire qu'en même temps ça me permet de prendre de la distance et cette distance me permet d'aller dans l'intime, alors que si j'utilisais le jeu, je n'irais jamais aussi profondément proche du personnage principal parce que ce serait trop proche de moi également. Alors, c'est vraiment pas du tout un livre autobiographique et à la fois, il y a quand même beaucoup de choses qui viennent de moi là-dedans. Je pense un peu comme dans beaucoup de romans. Mais du coup, j'avais vraiment besoin de faire un détour, en fait, pour pouvoir m'approcher plus près. Ça fait sens? Oui, tout à fait. J'avais aussi l'impression que du coup le tu, ça pouvait être une forme de fuite intérieure, donc une fuite dans son intériorité. Il y a le monde extérieur catastrophique et les crises, etc. Et le tu, ça permettait d'ouvrir tout un monde intérieur, un peu de nouveau cette fuite, cette fois pas à travers la poésie, mais dans son propre monde intérieur qui est extrêmement poétique. Est-ce qu'on peut le voir aussi donc comme une fuite intérieure ou c'est difficile? On peut tout faire dès le moment qu'on a un livre entre les mains, mais j'ai l'impression aussi que cette narration en tu, elle dénote quelque chose de l'ordre de la pratique du journal intime, un peu. Comme on est face à une adolescente, moi par exemple, en étant adolescente, j'avais un journal intime, puis j'écrivais plus ou moins tout ce qui se passait dans ma vie comme si c'était super important. Ça l'était à l'époque, pour moi. Et du coup, j'ai l'impression que c'est comme si aussi elle se racontait sa vie à elle-même d'une certaine manière. C'est pas l'effet que j'ai cherché, mais c'est les effets collatéraux
de ce choix du tu pour revenir tout proche. Eh bien, en parlant des effets recherchés, justement, encore un peu plus sur le volet stylistique, esthétique, etc. Eh bien, sur l'esthétique ou l'atmosphère du roman, on a quand même une atmosphère qui est très pesante, écrasante, étouffante, tous ces qualificatifs. Et parfois, on a l'impression d'être en apnée. Et parfois, il y a cette envolée lyrique et poétique très légère. Donc, ce contraste entre le lourd et le léger, parfois. Est-ce que c'est l'atmosphère que tu voulais créer, ou c'est peut-être inconscient? Enfin, est-ce qu'il y avait une volonté de créer cette atmosphère très étouffante, ou alors plutôt une atmosphère plus pleine d'espoir? Quel était le but dans l'atmosphère créée? Tous les procédés dont j'use, j'en deviens consciente en général a posteriori. Parce que sur le moment, évidemment que je dois réfléchir de manière méta, c'est-à-dire de l'extérieur à quelque chose que je suis en train de faire, mais si je fais que ça, je peux pas être dedans. Tu peux répéter ta question? Oui. Quelle atmosphère tu cherchais à créer, en fait? Parce qu'on a vraiment eu plutôt cette impression de lourdeur, avec parfois des envolées. Est-ce que c'était l'effet recherché? Donc, une atmosphère très pesante, en fait, quand même très étouffante. Alors ça, clairement, c'est pas des décisions que je prends de manière consciente pendant l'écriture. Ça arrive. C'est comme, par exemple, mon premier roman, je l'ai écrit sans virgule. Et c'était pas du tout un choix stylistique. J'ai commencé comme ça et je me suis rendu compte que ça ne me freinait pas. Ça me permettait de faire comme une rivière, quoi, de ne pas avoir de frein. Et la plupart des gens, a posteriori, quand il a été publié, ce premier livre, m'ont demandé « Ah, mais comment tu as décidé l'écriture sans virgule, etc. » il n'y a pas eu de décision, j'ai juste décidé de continuer comme j'avais commencé. Et peut-être maintenant, quand tu me poses cette question, je peux essayer de comprendre maintenant a posteriori qu'est-ce que j'ai voulu faire, mais pas en expliquant pendant un choix délibéré. Moi, je viens d'une famille super conservatrice, très très religieuse, où les mots, la culture, l'ouverture d'esprit n'existaient pas. Enfin, les mots existaient, mais pour le quotidien, quoi. Et du coup, quand j'ai lu mes premiers livres, romans ou littérature ou poésie, où j'ai vu mes premiers films, pour moi, il y a vraiment un monde qui s'était ouvert, quoi. Et c'était comme une énorme bouffée d'air, comme ça, où tout d'un coup, on pouvait mettre des mots sur le monde et le monde devenait plus goûtu ou plus accessible. Et peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là que j'ai pas conscientisé, mais quand tu le dis comme ça, je me dis ça vient peut-être de là en fait. Un peu comme la citation que tu as fait avec Giacomo là. Oui, oui. Ouais. Oui, c'est difficile de mettre des mots parfois sur ces impressions parce qu'on a vraiment une impression d'une patte particulière, d'une couleur particulière dans cette atmosphère, mais qui est quand même alarmiste en fait. Donc on se demande est-ce que c'était conscient, est-ce que c'était engagé pour nous prévenir sur le réchauffement climatique ou quoi que ce soit, parce qu'on a vraiment ce sentiment d'étouffement parfois. Mais Pardon. Non, pas du tout. Oui, moi je vais laisser la parole maintenant sur la prochaine partie à Cédric. Oui, exactement. On est arrivé à l'attaque. Attention. Mais en fait, c'est très difficile d'en parler parce que pour la plupart des livres ou du roman, j'avais vraiment l'impression que Marcel elle reste dans un intérêt plutôt passif. Alors par exemple, particulièrement dans ses parties plus violentes, alors l'abus par son père, et bien sûr aussi cette expérience, je ne veux pas parler d'une relation avec Giacomo, et aussi peut-être ses responsabilités presque maternelles pour son frère. Et comme ça, alors j'ai pensé que les dénominateurs communs entre ces expériences, c'est vraiment aussi ce côté masculin, du pouvoir masculin et de la violence masculine. Et comme ça, je me suis demandé si peut-être on pourrait interpréter cette quête de soi, premièrement comme une lutte de Marcel, et peut-être même aussi comme une lutte contre ces structures et contre ces déterminismes, peut-être aussi d'une société qui reste, qui est premièrement ou vraiment patriarcale. Alors, est-ce que c'est une axe de lecture du roman?
Encore une fois, je n'y ai pas pensé de manière délibérée et à la fois, forcément, a posteriori, quand on le lit, Marcel, c'est un peu jenseits, au-delà de la Duc, la dame du kiosque, et de sa collègue à l'usine, c'est un peu la seule femme là, dans les environs, et au-delà de cette nouvelle habitante de la caravane. C'est comme si elle devait devenir un exemple pour elle-même, en fait. Et donc, ça prend du temps, en fait, aussi de se constituer sans avoir eu d'exemple inspirant, si ce n'est la Duc, mais c'est pas sa mère. Et je pense que le moment où elle refuse la passivité, tout à la fin du roman, ouais, c'est sûrement ce moment-là, en fait, où peut-être qu'elle commence à devenir un exemple pour elle-même. Ouais. Un peu trop tôt, j'imagine, mais... Oui. Et vous avez, toi, tu as déjà commencé à parler de l'environnement, alors de la plaine, et aussi de cette société qui se trouve là. Et comme ça, je me suis demandé, en parlant de la lutte, en parlant de ces structures patriarcales, moi, j'avais l'impression que cet endroit joue un rôle très important. Alors, c'est très particulier, c'est un petit village au milieu de la Suisse. Alors, est-ce que c'était peut-être aussi l'intention de créer un petit sociogramme ou un portrait de ces régions rurales qui sont peut-être un petit peu dans la périphérie? Tout à fait, parce que mon premier roman se passe aussi dans un tout petit village, encore plus rural que celui-là. Et j'ai l'impression que pour moi, c'est plus facile de placer mes personnages dans des petits microcosmes, un peu comme si on les mettait dans un aquarium. Puis on pouvait regarder comme ça comment ils se comportent entre eux, parce que c'est un espace plus restreint, en fait. Et dans ces espaces plus restreints, les traits de caractère ou les interactions peuvent parfois ont parfois plus d'enjeux et donc sont parfois plus colorés et plus intenses que dans l'anonymat d'une grande ville. Et il y a énormément de choses à dire sur la vie dans les grandes villes, mais c'est pas sincèrement, je pense que je vais jamais écrire un livre qui se passe dans une grande ville. J'aime beaucoup les villes, il n'y a pas de souci, mais j'ai l'impression que dans un village, c'est comme si je pouvais avoir mes personnages sous une loupe. Ouais. C'est très intéressant. Et dans votre dernière réponse, vous avez déjà commencé de parler de la fin du roman et ce refus envers son père. Mais j'en ai déjà parlé un petit peu. C'est très difficile de parler d'attaquer. C'est très difficile aussi peut-être de parler d'une lutte, car ce refus, même à la fin du roman, c'est très encadré, bien sûr. Alors c'est un refus très timide presque. Hein. Et comme ça, je me suis demandé, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une lutte en parlant du personnage de Marcel, ou est-ce que c'est quelque chose de différent? Non, je pense pas qu'on puisse parler d'une lutte. Je pense qu'on puisse parler, je pense qu'il est possible de parler d'un... Vous voyez par exemple un chien. Un chien a aussi diverses manières de réagir face au danger ou face à ce qu'il considère ou ce qu'elle considère comme une menace. Et il y aurait la morsure. Et là, je pense que Marcel, elle en est plutôt au stade où elle montre les dents. Donc on n'est pas encore dans la lutte, on est dans la défense de son territoire et donc l'apprentissage de ses propres limites et de ses propres besoins. Mais il n'y a pas encore... C'est un peu comme si elle commence à comprendre jusqu'où ça peut aller. Je pense que je pense que depuis le début, les gens qui subissent de l'inceste savent que c'est pas du tout OK. Mais là, elle commence à mettre une petite clôture autour d'elle. Ouais. Alors, votre choix ton choix de terminer le roman à ce point exact, c'est très programmatique, on pourrait dire. Alors, c'est vraiment la fin du roman, c'est assez cliché, mais c'est vraiment un début. Ou un nouveau côté du personnage. Et comme ça, je me suis demandé, je le dis beaucoup, premièrement, pourquoi vous avez pris tu as pris la décision de terminer ce roman à ce point-là, et deuxièmement, quel avenir est-ce qu'on peut imaginer pour un personnage comme Marcel? Car pour moi, c'est très difficile. On a parlé du fait que c'est très encadré, c'est petit village, c'est laboratoire un petit peu. Et pour moi, c'était très, très difficile
d'imaginer comment elle avance dans sa vie, qu'est-ce qu'elle fait. Parce qu'il y a ce tournant à la fin du roman, mais c'est encore un petit peu vague. Ouais, effectivement, ça se termine donc dans la chapelle, dans l'église, avec son frère qui est en coma éthylique. Pour moi, en fait, j'arrivais pas à aller au-delà juste d'une ouverture du champ des possibles. J'ai l'impression que c'est aussi une question d'étape d'écriture. Je pense que c'est aussi important, alors je ne parle pas forcément de mes livres, mais c'est important en fait d'observer que certaines écrivaines et écrivains écrivent des livres, mais que la dernière page n'est pas exactement la dernière page de ce qu'ils ont voulu dire. Simplement, c'est plus possible de le dire dans celui-là. Et donc, ça va être dit potentiellement dans un futur roman, et potentiellement aussi sous une toute autre forme, et potentiellement dans un autre espace-temps. Mais je pense vraiment qu'il y a des liens entre chaque livre que les gens écrivent. Pas toutes les écrivaines et écrivains pensent comme ça, mais moi, en tout cas, même si le personnage principal de mon premier roman, Venir grand sans virgule, n'est pas Marcel de Comme de l'eau dans l'eau, bah, il y a quand même un lien. Je pense que dans la vraie vie, elle serait petite cousine. Ou je sais pas. Alors, Mais je comprends en fait qu'il y ait un espèce de... On aurait envie de pouvoir passer à la page 17 pour connaître la fin. Vous voyez les livres... Si vous voulez connaître la nouvelle fin. Mais, ouais, du coup, il n'y a pas vraiment de fin, en fait. Ouais. Alors, je suis très heureux qu'on soit arrivé à un point si optimiste, particulièrement avec le début et toutes les crises, etc. Et je pense que probablement, ça serait mieux de terminer cet entretien ou cette partie de la rencontre ici. Je te remercie beaucoup de ton temps et de tes réponses. Et maintenant, je donne la parole à toi. Merci. Oui, merci beaucoup pour les réponses qui nous ont beaucoup aidé à mieux comprendre les intentions et le monde et mieux accompagner notre lecture. Et justement, à propos de lecture, est-ce que tu voudrais peut-être nous faire le plaisir de lire un passage du roman pour qu'on entende ce monde par ta propre voix, donc ce monde assez particulier? Merci. Je vais vous lire un passage du chapitre 3. Je vais boire quelque chose d'abord. Et avant de lire, et aussi avant que j'oublie, j'aimerais vous remercier d'être présente et pour votre attention ce matin. Ça me touche, merci. Le présentateur compose un énième tableau alarmiste. Le salon baigne dans le ronron de la génératrice qui trône dans le corridor et permet au père de s'enfiler le journal télévisé. À la vision de l'actualité, les informations s'entassent dans ta tête. C'est une tour de Jenga qui menace de s'effondrer et que les joueurs s'acharnent à faire s'élever. Si tu fixes l'écran sans cligner complètement, l'image se brouille et tu peux trier des noix au calme. Quand les rationnements ont commencé, tout le monde a bien été averti que ce ne serait que certaines nuits, 22 à 6. Mais peu ont pensé frigo et congélateur. D'abord, les coupures ont été sagement annoncées, puis progressivement, elles se sont pointées sans prévenir, à l'improviste. Tu te souviens du matin qui a suivi la première nuit sans. Le père vociférait, chaussettes imbibées, au milieu de la cuisine convertie en flaque. Tu n'as pas pu te retenir de te marrer et de lui dire qu'il n'avait qu'à rester là, tranquille, que ça se ferait tout seul, que ses fringues allaient pomper l'eau, qu'elle montrait sur le tissu comme le café sur un carré de sucre. Le soir même, Gros Charles vous apportait la génératrice. Il aime ça, Gros Charles. Rendre service. Ça lui donne une raison. Et puis on va quand même pas se passer de télé, le père a dit. Leur réchauffement climatique, d'accord, mais faudrait pas pousser. Sur ce point, Gros Charles et le père se comprennent. On voit là d'eux que le retour en force des énergies fossiles ne dérangerait pas. Au contraire,
Le Père ne se fait pas prier pour rabâcher à qui veut l'entendre qu'elle n'est pas loin l'année durant laquelle le monde a battu son record de consommation de charbon. Qu'on ferait bien de prendre exemple sur les Polonais, les Allemands, les Autrichiens, les Hollandais ou encore les Français qui, eux, ont osé tenter la relance de certaines centrales. Au début, le ronronnement de la génératrice t'a presque rendu nostalgique. On aurait dit que les voitures étaient de retour. Ce n'est pas qu'elles t'importent, les bagnoles. Tu vois bien que ce n'est pas viable. Tu le comprends. Mais leur réapparition laisserait entrevoir un semblant de normalité. Depuis que vous vous êtes installé à la gendarmerie, le Père n'a rien touché, ou presque. Juste installé un poêle à bois dans un coin de la cuisine, pour si jamais le froid revenait. En attendant, sa seule fonction est de vous embaumer de relents de feu froid, d'une odeur que le flacon pourrait commercialiser dans la catégorie nostalgie. Les murs gris du corridor du Ré sont encore tapissés d'affiches aux couleurs délavées. Police locale, sécurité maximale, cybersécurité, parlons-en, boire ou conduire, il faut choisir. L'effet domino a commencé par les absences répétées de la mère. Les absences avaient un nom, elles avaient été baptisées « cure de sommeil ». De cette période, tes oreilles ne gardent que le souvenir des cris d'abattoir dont ton frère capitonnait la maison seul, se roulant par terre et s'arrachant de petites touffes de cheveux. Puis un jour, la mère est partie faire sa cure et n'en est plus revenue, comme si le sommeil s'était prolongé à perpétuité. Depuis, le Père, cadenassé dans son silence, n'est pas prêt de débrouiller le flou dans lequel baigne la disette maternelle. Le silence s'obstine à vous faire croire que les choses tues ont moins de chances d'exister pour de vrai. Dans votre triangle, il n'y a qu'Adam qui vienne ponctuellement remuer le couteau dans la béance que son départ a laissée. Une image. Tu gardes une image que ta mémoire a jugé bon de préserver du sort définitif qu'elle semble avoir réservé au souvenir de la mère. Une image que tu consultes régulièrement pour t'assurer que ses contours restent bien nets. Barbecue portable, sacs isothermes et glacières toutes couleurs et formes confondues. Chaque type d'épiderme, sa cuisson respective, saignante, bleue, à point. Les berges de l'Alandon, c'est la plage de la plaine. Adam, le père, la mère et toi êtes installés au bord de l'eau. Tu es en âge de reconnaître les saisons et si le ciel n'était pas maculé d'une épaisse couche de lait qui a tourné au gris, tu pourrais dire que c'est une journée de printemps. Tu es en âge de jouir innocemment des plaisirs qu'offre une après-midi en famille, un pique-nique dominical que les autres attroupements du bord du cours d'eau semblent pratiquer comme un rituel religieux. Vous aussi, vous participez à l'office du jour, rythmé par des boombox qui, en se livrant concurrence, défendent leur paroisse. Mais s'il y a une chose que ton âge ne te permet pas, c'est de comprendre le regard des gens que vous croisez sur le chemin de l'ancienne forge qui mène à la berge, de comprendre l'expression des visages qui se retournent à votre arrivée au bord de l'eau, de comprendre pourquoi les yeux qui se posent sur vous murmure à une intensité sonore d'antinuisible à ultrasons « Ah tiens, voilà Armand qui promène son autiste, sa dépressive et la petite. » Merci beaucoup pour cette... oui. Pour cette lecture très inspirante. Et du coup, maintenant, j'aimerais donner la parole au public pour leur donner la possibilité de poser toutes les questions qu'ils, elles, auraient à poser. C'est la première question qui est difficile. Toujours un peu difficile, la première question. Ok, merci. Tu as parlé du fait que les idées et les inspirations ou la décision d'écrire sans virgule
qu'elles viennent d'une manière intuitive. Mais qu'est-ce qu'on fait en tant qu'autrice que les idées ne viennent pas, ou l'inspiration, ou oui, qu'on n'en a pas, on ne sait pas comment continuer? Merci pour ta question. Comment se tutoie? On fait autre chose, ou en tout cas moi c'est ce que je fais. Je fais autre chose. Quand je suis dans une phase d'écriture, si je bloque sur un passage, je vais aller marcher par exemple, et le moment où je vais marcher, je considère ça comme un moment d'écriture. Donc j'ai mon petit carnet avec, et s'il se passe quelque chose, il se passe quelque chose, s'il se passe rien, il se passe rien, mais il s'est passé quelque chose parce que je me suis mis en mouvement. Et peut-être que le soir, en lisant 2 pages d'un autre livre, bim, il y a une idée qui va me venir. Et je pense que pour moi, l'intérêt aussi de cette pratique, c'est qu'il n'y a jamais vraiment de... Premièrement, il n'y a personne qui attend que j'écrive un livre, donc c'est seulement mon propre élan qui décide si je vais le faire ou pas. Et deuxièmement, j'ai jamais de sécurité que je vais arriver au bout d'un projet. Parce que c'est pas un calcul mathématique, quoi. Enfin, c'est pas, j'ai pas d'assurance que ça va se terminer. Donc en fait, j'essaye d'avancer un peu avec une confiance aveugle. Si ça vient pas, ça viendra plus tard. Peut-être sous une forme à laquelle je m'attendais pas. Mais ça sert à rien de presser sur une poule pour qu'elle ponde un œuf. Ça, c'est sûr. Ouais. Citation à noter. Merci pour vos réponses. Tout à l'heure, tu as dit que tu as choisi dans ton style d'écriture de ne pas utiliser le jeu pour te mettre en distance du personnage principal. Mais est-ce que, dans quel point de soit l'histoire, soit le contenu, soit le style, c'est à quel point que tu vois le plus de ton impact, là où tu te vois le plus reflété? Dans plus ce ou moins. livre. Je ne sais pas si c'est assez clair. Je crois que j'ai bien compris ta question, je crois. Là, je vais dire quelque chose de très personnel. Moi, je suis dans le spectre autistique et ça implique que je pense en images constamment. Et donc, un des retours qui m'a été fait sur ce livre et sur le précédent aussi, c'est que c'est criblé de métaphores et d'images, tout le temps, de comparaisons visuelles, et quand on lit une page, des fois, il y a, je sais pas, je ne les ai pas comptées, mais beaucoup d'images qui ralentissent un peu la lecture. En tout cas, c'est un feedback qui m'a été fait régulièrement. Voilà, il y a tellement d'images, pas forcément en négatif, mais genre, ok, c'est dense, quoi. Il y a comme ça. Et en fait, ça, c'est pas un style d'écriture. Ça, c'est comme je vis tout le temps. Donc, pour moi, c'est aussi un défi parce que je ne peux pas vraiment filtrer. Et donc, je pourrais choisir d'écrire tout à fait autrement, mais je pense que s'il y a quelque chose qui est vraiment Myriam dans ce livre, c'est la densité des images au centimètre carré. Ouais. Est-ce que tu penses en images, parce qu'on a aussi des réponses en fait, avec l'arbre. Oui. Mais j'ai une photo d'un arbre à la maison qui est comme ça et je l'adore, quoi. Parce que quand je vis une situation de merde, je regarde cette photo et franchement, ça fait du bien. C'est marrant, en cours, j'ai aussi demandé aux étudiants et étudiantes de lister toutes les personnifications sur quelques pages. Et il y en avait beaucoup. C'était oui. Bonjour et merci, surtout merci de la lecture en voix haute. Et c'est à propos aussi de l'écriture, parce que pour moi, je trouve trop difficile de mélanger tous les thèmes que tu as traités dans le livre. Et je voudrais savoir comment tu arrives au terme. C'est-à-dire, tu as incarné avec tous les thèmes pour bien les suivre pendant l'écriture, parce que c'est trop difficile.
J'ai pas de plan en fait, j'écris pas avec des plans. Au fur et à mesure de l'écriture, je sais pas si vous connaissez dans les cartes de tarot, il y a l'ermite. Et l'ermite, c'est un personnage qui marche avec une petite Lanterne. Merci. Et donc, ce personnage sur la carte de tarot ne voit plus ou moins que le halo qui est devant lui. Donc, il est obligé de faire confiance à ce qu'il voit pour avancer, mais ce qu'il voit ne dépasse pas en fait une circonférence d'1 mètre autour de lui. Et donc, moi, je découvre ce que je vais dire ou ce que je vais écrire au fur et à mesure de l'écriture. Et voilà, je pense que si j'avais un... Et plus on arrive vers la fin, plus je commence à comprendre comment ça va finir, ça quand même. Mais genre, je dirais qu'au milieu de l'histoire, j'en avais aucune idée de comment ça allait se terminer. Je pense que si j'avais une stratégie très claire, avec un plan très très clair, je m'ennuierais. Et si je m'ennuyais, je suppose que les gens qui lisent le livre s'ennuieraient aussi. Merci. Ouais. Mais ça implique que ce livre, par exemple, j'ai mis 4 ans à l'écrire alors qu'il est minuscule, mais c'est tellement dense que c'est pas que j'ai un plan, mais par contre, quand j'écris quelque chose, ça fait... Moi, je voudrais savoir pourquoi tu as choisi l'image de l'eau dans le titre. Ben, je vais vous retourner la question, en fait. Enfin non, je vais te tutoyer, on a dit qu'on se tutoyait. Ça t'évoque quoi si tu pouvais être comme de l'eau dans l'eau? Est-ce que tu arrives à t'imaginer ce que ça te ferait d'être comme de l'eau dans l'eau? Imagine que tu es une goutte dans l'océan. Est-ce que ça provoque une sensation d'imaginer ça? Peut-être de liberté. Tout à fait, ouais. De liberté et d'osmose, d'harmonie complète, de retour dans l'utérus. De dynamique. Comment? De dynamique. Dynamique? Être dynamique. Être dynamique aussi, oui. Bouger dans son propre milieu. Pour moi, en fait, pourquoi est-ce que j'ai beaucoup parlé d'eau? Parce que, premièrement, c'est de là où on vient. On vient d'un bassin d'eau, quelque part ici. Quand j'étais petite, j'aimais bien prendre des bains. Et quand je me baignais, la chose que je préférais faire, c'était de mettre la tête sous l'eau, mais seulement jusque-là. Puis après, je touchais mes cheveux, et mes cheveux, ils avaient la sensation des algues. C'était un peu comme des algues. Et je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais j'ai vraiment un rapport très fusionnel avec l'eau. J'ai l'impression que quand je suis dans l'eau, tout va bien. Ouais. Et être comme de l'eau dans l'eau, c'est ne plus avoir de distance entre soi et le reste du monde, et tout est OK. Tout est bien. Merci pour ta réponse. J'enchaîne aussi avec une réponse qui a à voir sur le titre, avec le titre. Il y a, je pense, une mention à la fin dans les remerciements d'une inspiration qui venait de Chine pour le titre. Et je me demandais quelle était l'histoire du coup derrière cette inspiration. Donc la personne qui m'a dit qu'elle avait grandi à La Plaine, c'est un ami qui est un rappeur genevois. Et cette personne a fait un voyage en Chine avec un ami, et cet ami lui a sorti cette phrase à un moment donné dans un contexte X ou Y, mais en Chine, quoi. Comme de l'eau dans l'eau. Suite à ça, mon ami rappeur genevois a fait une track, un morceau qui s'appelle Comme de l'eau dans l'eau, et je lui ai demandé si je pouvais utiliser le même titre. D'où les remerciements à la fin du livre. C'est un titre qui a fait le tour du monde. Oui. Très timide. Non, mais peut-être qu'il n'y a plus de questions, c'est aussi OK comme ça.
Donc merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions. J'ai trouvé ça très intéressant. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de lire le livre, mais ça ne saurait tarder. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est aussi la manière dont tu racontes que dans notre société, en fait, on est submergé par l'information de manière générale, et que je pense que nos jeunes générations, surtout avec les réseaux sociaux, ont beaucoup de mal à distinguer quelle information est véridique, quelle information est plus importante qu'une autre, et comment savoir quelle information est juste, tout simplement. Donc moi, ma question, c'est, pour ne pas avoir lu le livre, comment le personnage principal arrive à différencier et arrive à se retrouver dans un monde où en fait il y a toutes les thématiques qui sont assez virulentes face à elle. Comment elle arrive à se retrouver dans une société, surtout pour nous jeunes qui sont constamment confrontés à toutes ces informations, comment elle arrive à trouver la thématique et prendre bout par bout pour se retrouver dans cette société et pas se perdre en fait avec tous ces questionnements et toutes ces problématiques, quoi. Je crois pas qu'elle y arrive. Enfin, vous pouvez peut-être me dire autre chose, mais je crois pas qu'elle est en capacité de faire ce chemin qui serait l'idéal. Hein. Peut-être que la seule chose qui la soutient dans cette direction, c'est-à-dire de réussir à faire fi ou à sélectionner ce qui est pertinent ou non, et même si elle est dans un environnement qui est assez sombre et délétère pour sa santé mentale, physique, le fait d'être dans un village, ça écarte quand même énormément d'informations qui nous viennent dessus ou qui lui viendraient dessus si elle était en ville. Il se passe rien en fait dans ce village concrètement. Il se passe un peu des trucs sur son téléphone effectivement quand elle a assez d'électricité pour le recharger. C'est pas ça, je parle jamais de la recherche du téléphone dans le livre, mais si on imagine son quotidien, sa vie, en fait, franchement, il se passe rien quoi. Ils vont compter les voitures sous le pont, c'est ça l'activité principale quoi. Et je pense que ça c'est un peu l'envers du décor, c'est-à-dire qu'il y a encore toujours des informations sur les réseaux sociaux, mais dans la réalité, il se passe plus rien, ou quasiment plus rien. Et comment, c'est une question que je pose pas forcément par rapport au livre, mais comment combler ça alors qu'on est tellement habitué à être surchargé d'informations? Franchement, je rebondis sur ce que vous dites. Hein. Imaginons que cette année ou dans 5 ans, on ait des coupures d'électricité généralisées. Sérieusement, il va falloir être un peu imaginatif pour faire d'autres trucs que de scroller sur son téléphone, ce que je fais aussi, que de regarder des séries. Enfin, ça peut être vu comme une opportunité pour nos imaginations aussi, quoi. Je sais pas, moi, pendant le Covid, j'ai cousu des slips. J'ai trouvé que c'était super. Mais, je sais pas, je pense qu'on peut aussi voir les limitations comme des opportunités, les potentielles futures limitations comme des opportunités. Merci. Bonjour, je voulais te demander par rapport au choix de la deuxième personne, si tu pensais même au fait de t'adresser au lecteur directement en utilisant le tu, comme imagine-toi d'être dans cette situation. Et je me suis demandé dans les procès d'écriture si tu avais à l'esprit le fait de, bon, j'ai un objectif, je veux dire ça au lecteur, ou plutôt je veux donner un message, ou plutôt je veux donner une sensation, laisser une sensation, ou plutôt. Tu as dit que tu n'avais pas un plan précis, mais je voulais savoir si tu avais... je voudrais qu'une personne, après avoir lu mon roman, elle pense ça, ou pas. Non, comme je viens d'une famille très religieuse qui avait, dans le contexte d'église dans lequel j'ai grandi, pour mission de répandre la bonne parole. J'essaie justement de rien répandre du tout. Par contre, je retiens ça, c'est très joli ce que tu as dit. Oui, effectivement, c'est plutôt de repartir avec une sensation, ou avec des sensations. Je crois que de manière très méta, si on va au-delà de toutes les intentions conscientes, j'ai l'impression que tout le monde écrit des livres pour des raisons très différentes, et peut-être que d'une certaine manière, j'écris des livres pour partager au monde comment c'est d'être
comment c'est d'être autiste, en fait, d'avoir tellement d'images dans la tête. Puis après, j'en fais des histoires. Comment c'est d'être autiste pour moi? Parce que toutes les personnes dans le spectre autistique sont très différentes les unes des autres et ont des profils tout à fait distincts. Je pense dans une posture très, 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 très méta. J'imagine que c'est plutôt ça, en fait. Et je pense pas que ce soit vraiment un message, mais plutôt une façon différente d'être au monde que je peux partager par le biais des livres. Parce que c'est un peu plus facile pour moi de communiquer comme ça que de communiquer comme on le fait maintenant. Même si j'apprécie beaucoup ce moment. Hein. Je voudrais que tu nous dises quelque chose sur cette dernière partie d'un processus créateur, c'est-à-dire le travail avec la maison d'édition. Donc La Veilleuse, je dois avouer, je connaissais pas cette maison d'édition. Donc je me demande comment arriver à avoir un contrat avec une maison d'édition et comment travailler avec les personnes qui sont là, par exemple la personne qui a choisi la couverture, comment arriver à ce genre de couverture. Et également, j'ai remarqué en regardant le logo de la maison d'édition qu'il y a justement une tête d'enfant qui est plongée dans l'eau. Donc, drôle de coïncidence par rapport à l'anecdote que tu nous as racontée. Donc, comment cela s'est passé avec La Veilleuse et qui est La Veilleuse pour le grand public qui voudrait savoir davantage? Alors, pour les 2 romans que j'ai publiés et le 3e qui va arriver l'année prochaine, j'ai un peu procédé de manière similaire, c'est-à-dire que j'ai envoyé à environ 6 maisons d'édition, mais vraiment sélectionnées par rapport à leur catalogue. C'est-à-dire que j'aime ce que ces maisons d'édition publient, je lis ce que ces maisons d'édition publient, et voilà, les 2 fois ça a fonctionné. C'est une maison d'édition suisse cette fois-ci. C'était aussi une maison d'édition suisse la précédente, mais là je vais y rester. Je vais rester travailler avec l'éditrice qui est Madame Florence Robbins-Schuster et qui est aussi dans le spectre autistique, et ça aide vraiment à nos échanges, je dois dire, parce qu'on a une sensibilité qui est très similaire. Et donc maintenant, dans les prochains, il n'y aura plus la question de l'édition, en fait, parce que je vais rester dans cette maison. Mais vous me demandiez aussi par rapport à la couverture. La Veilleuse, en fait, engage une ou un illustrateur différente à chaque publication. Et donc, cette personne lit le livre en amont et va créer quelque chose qui soit vraiment dédié au texte, en fait. Et donc, moi, par exemple, on m'a présenté la couverture et j'ai eu le droit de choisir les couleurs. Le dessin était déjà fait et il m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé cette couverture. Aussi parce que si on l'ouvre en entier, on voit le toit d'une usine ici avec un oiseau. Il y a beaucoup d'oiseaux dans le livre aussi. Des mains, c'est pas toujours très positif dans le livre, mais ça fait partie. Et encore des oiseaux. Enfin, j'aime beaucoup en fait le soin qui est apporté par cette maison. Et en fait, la maison d'édition La Veilleuse, c'est que Florence, avec 3 autres personnes qui l'aident à des pourcentages très petits. Et c'est vraiment une personne incroyable, qui a un amour pour la littérature, un amour un peu... je ne sais pas si on en trouve beaucoup comme ça. Elle est vraiment dédiée à son travail et à ses auteurices. Par exemple, chaque fois qu'elle publie un livre, une fois que les corrections et le lectorat est fait, elle invite l'auteur dans ses bureaux et on lit tout le livre à haute voix ensemble, un chapitre après l'autre, pour pouvoir, un peu comme je crois que Flaubert faisait ça, il déclamait son texte à haute voix. Et en fait, c'est hyper aidant parce que typiquement, moi je trouve que j'ai un style d'écriture qui est quand même assez oral, pas tout le temps, mais il y a quand même quelque chose de très... c'est pas très propre, quoi. Et du coup, de le dire à haute voix, c'est vraiment aidant. Parce que tout d'un coup, il y a un truc qui fonctionne pas du tout. Je suis là, ça, on va changer. Et d'une certaine manière, de l'avoir lu à haute voix, c'est comme de lui donner l'autorisation d'exister dans l'espace. Puis après, il peut partir. Je sais pas si ça répond à votre question. Moi, j'ai bien une question. J'ai compris que tu as grandi dans une famille parlant allemand et français. Oui.
Est-ce que je peux poser la question, pourquoi écrire en français plutôt qu'en allemand? Bon, parce que le français, c'est quand même Alors, ma maman est suisse-allemande, donc c'est un peu compliqué de dire que le français est ma langue maternelle, mais c'est quand même comme ça, c'est ma langue maternelle. Et donc, je réfléchis et pense en français, et aussi, je suis en mesure de lire même de la littérature en allemand, mais quelque chose m'échappe à la lecture. Et ça, c'est très frustrant. Donc, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont lu Agatha Christophe et non pas Agatha Christie. Agatha Christophe est une personne qui est venue en Suisse et qui a écrit en français alors que sa langue d'origine, je vais dire une faute, j'espère pas que c'est une faute, est le hongrois. Ouais. Et donc elle a usé d'une langue super épurée. Elle écrit d'ailleurs en nous dans un de ses principaux livres qui s'appelle Le Grand Cahier, que je vous recommande vraiment très 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 chaudement. Le fait qu'elle ait dû utiliser la langue de son pays d'accueil pour écrire fait de cette langue littéraire une langue couteau. Enfin, c'est vraiment genre... Moi, ça me fait les frissons. Moi, en allemand, peut-être que je pourrais faire quelque chose de cet ordre-là, mais ce serait pas assez intuitif. Si j'y étais forcée, peut-être. Ouais. Okay. Je maîtrise pas assez. Peut-être une question de ma part encore. Si on est déjà sur les questions plutôt sur l'édition et le choix de la langue, forcément le côté traduction, ça m'intéressait aussi énormément. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce que tu fais concrètement comme travail de traduction? Est-ce que tu traduis des romans de l'allemand vers le français, du français vers l'allemand? Et oui, quelle part ça prend dans ta vie? Je traduis plutôt des choses documentaires. Parce qu'en fait, je trouve que la traduction littéraire est très très délicate. Rendre un monde et les subtilités langagières dans une autre langue, non, je crois pas que je vais faire ça. J'y ai déjà pensé, hein, mais pour moi, ce serait comme d'essayer de faire de la broderie, quoi. Enfin, c'est vraiment très délicat. Donc non, moi je me concentre sur le documentaire et ça prend plusieurs formes. J'ai traduit des sous-titres de films documentaires notamment. Et là, le projet qui va éclore cette année, c'est la traduction d'un roman graphique d'une auteure zurichoise qui s'appelle le roman Anders nicht falsch. Titre complètement intraduisible. Si les étudiantes et étudiants germanophones ont une idée pour traduire ça en français, je prends, parce que ce roman graphique doit sortir en octobre et on est toujours en train d'être coincé sur le titre, quoi. Parce que autre pas faux, ça ne fonctionne absolument pas. Mais c'est donc un roman graphique sur l'autisme, qui est vraiment super bien fait. De la part de l'auteur, ouais. Donc un roman graphique documentaire sur l'autisme. Oui, moi j'avais une petite question sur ta formation, parce que j'ai entendu que tu avais fait une formation en écriture d'invention aussi. Non, ah mince. Non. C'était une fausse en fait, nouvelle. j'ai fait un bachelor en histoire et esthétique du cinéma, littérature française et philosophie à Lausanne. Et puis après, j'ai commencé ce qui s'appelle en Suisse l'Institut littéraire, qui est un bachelor d'écriture créative. Et après 1 an, j'ai quitté pour aller faire des alpages. Ah, alors du coup, donc oui, j'y étais 1 an, mais je n'ai pas fait toute la formation. Et tu as quitté la formation pour une raison personnelle, pas liée à la formation, ou aussi parce que tu as touché une limite de cette formation où ça ne correspondait pas à toi, la pratique d'écriture que tu voulais mettre en place? Déjà, d'être à l'université, c'était assez compliqué. Parce que j'ai pas mal de difficultés avec l'institution, de manière générale. Mais j'ai quand même réussi à faire un bachelor. Et donc, retourner dans une institution, d'abord, ça a été un soulagement parce qu'en fait,
le fait d'être accepté, c'est sur concours, le fait d'être accepté, et c'était en 2011, donc ça date. Hein. Donc pour la première fois de ma vie, on me disait que j'avais le droit d'essayer d'écrire ou de faire quelque chose avec ça, donc ça c'était super. Et puis après, la première année que j'ai passée dans cet institut, tout d'un coup, j'ai quand même réalisé que c'était un institut, justement, et qu'il faisait beau dehors, puis que j'avais plus envie d'être dehors que dans un institut. Et je pense que ça peut être aidant pour certaines personnes, et ça l'a été sous certains aspects pour moi. Et donc, je ne suis personne pour avoir un avis critique sur ce type d'institution. Voilà, moi, ça ne m'a pas empêché d'écrire. Par contre, ça m'a donné la petite tape dans le dos pour avoir l'autorisation de le faire, ce qui n'est pas négligeable. Merci. Et sinon, j'avais une autre question. Vu que j'ai le micro, je le garde. C'était pour savoir sur la réception de ce livre dans le public, et peut-être le public suisse, parce que c'est celui qui est le plus proche de toi géographiquement, parce que tu traites de plusieurs thèmes. Donc il y a une dimension transversale, on va dire, sur le fait que dans la vie des personnes, il y a plusieurs thèmes qui se croisent. Et puis tu as parlé de non-lieux, donc ça m'a fait penser aux friches, aux possibles dans les friches, etc. Et donc c'est tout un vocabulaire, non qui est lié à la réflexion, à une réflexion d'écologie et plus large. Et donc je lis des ouvrages sur ces sujets-là. Enfin, je suis en train de lire Les cabanes de Marielle Massé. Donc je voulais te demander si c'est un domaine du coup avec lequel tu te sens en lien, et si tu as un lectorat aussi parmi les personnes, les groupes qui réfléchissent ensemble sur ces sujets-là. Est-ce que est-ce que tu es en lien? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu es invité? Est-ce qu'il y a un dialogue là-dessus? Alors, ça m'intéresse, oui. J'ai aussi lu Marielle Massé, avec grand plaisir. Sincèrement, je ne sais pas si les personnes qui militent dans des ZAD ou... Enfin, quand tu disais le mot friche, me lisent. Je n'en ai aucune idée. Ce qui serait de toute façon compliqué pour moi, en fait, ce serait de... Parce que je ne peux pas faire partie de groupes. J'ai vraiment de la difficulté avec... Enfin, j'ai énormément d'amis, mais un peu comme des taches de beauté, quoi. Ils ne sont pas nécessairement reliés entre eux. Il y en a qui sont reliés entre eux, mais je ne fais pas partie d'un groupe. Et donc, j'aurais énormément de peine à devoir appartenir à une mouvance, alors que, très concrètement... au niveau des valeurs et de l'éthique, je suis complètement de ce côté-là. Quand j'étais un peu plus jeune et un peu plus fougueuse, j'ai été dans des squats, voilà. Mais effectivement, j'aurais de la peine à m'identifier à une mouvance. Je retrouve quand même énormément de thématiques et de choses qui sont abordées dans ce microcosme appelons-le le microcosme de la friche. Je retrouve ça, enfin, ça me parle énormément. Oui, bien sûr. Ouais. Aussi, les réflexions sur le salariat, l'emploi, qu'est-ce que c'est que le travail, qu'est-ce que c'est qu'habiter. Ça m'occupe énormément, toutes ces questions. Ouais. Vous avez faim? Moi, j'ai faim. On peut laisser une chance aux dernières questions, mais c'est vrai que sinon, on pourrait... Non, mais conclure. je sais patienter, hein. Là, ça a déclenché. Là, vous n'êtes plus là, vous êtes là. Bien le... Ah.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Moi aussi j'ai faim. Voilà. Et merci pour votre fraîcheur. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci à vous. Oui, peut-être que c'est un bon mot de la fin dans ce cas-là, mais... enfin, De la fin. Je n'ai pas fait exprès. J'aurais aimé le faire exprès, mais ce n'était pas fait exprès. Oui, j'ai plus qu'à aussi te remercier très, très, très chaleureusement pour ta présence, tes réponses et tes images. C'était vraiment très, très inspirant, je crois, pour tout le monde. Ça nous a vraiment aussi aidé à mieux percevoir aussi ce livre, je pense. Pas de questions? Ah, les derniers retardataires. Oui. J'ai une question qui concerne la traduction allemande. Et je me pose toujours la question dans le contexte suisse, comment un auteur ou une autrice suisse envisage les traductions, l'utilité de la fonction de traduction, parce que c'est vrai, il y a une traduction de ton premier roman, si je ne me trompe pas, dans une autre soutenant. Et comment tu envisages la fonction du traduction puisqu'on suppose qu'une partie de ton lectorat parle germanophone, pas français, donc c'est plutôt du côté international que tu te tournes, ou c'est un ajout esthétique à ton propre travail d'écriture, ou ce serait une chose qui m'intéresse. Alors, merci pour la question. C'est un leurre de penser qu'en Suisse, le lectorat germanophone parle français. Peut-être que ce lectorat parle français dans 3 phrases, mais pour n'avoir jamais habité ailleurs qu'en Suisse et être bilingue, je suis parmi un 10%. Le bilinguisme n'est en fait pas vraiment vécu de manière aussi concrète que ce qu'on peut penser en Suisse, même pas du tout. Donc en fait, en Suisse, il y a 4 langues qui sont vraiment actives, et dans un si petit pays, si on veut être lu, c'est quasiment une nécessité que d'être traduite. Moi, j'ai la chance que le premier livre a été traduit en français et en italien, en allemand et en italien, et le second va sortir en allemand, donc celui-là va sortir en allemand et en italien, en allemand cette année, en italien l'année prochaine. Donc non, c'est pas vraiment un ajout esthétique. Dans un si petit pays comme la Suisse, c'est plutôt une nécessité, si c'est faisable, parce que c'est pas toujours faisable. Hein. Enfin, moi, j'ai eu de la chance qu'il y ait des gens qui aient bien voulu traduire ça. Ce qui est, je vais faire un anglicisme, ce qui est un peu tricky, c'est que moi, par exemple, je comprends assez bien l'allemand pour pouvoir lire la traduction de mon propre livre. Et comme je le partageais à Stéphanie tout à l'heure, le premier livre, Ohne Komma, qui est sorti en allemand, j'ai lu les 3 premiers chapitres et après j'ai serré, quoi. Genre, ça ressemblait pas du tout à ce que je pensais que ça allait être. D'abord, j'ai fait un peu une petite crise intérieure comme ça, puis après je me suis dit, ah, mais en fait c'est normal, parce qu'il a dû inventer une autre langue pour pouvoir retranscrire la mienne. On peut pas faire exactement la même chose dans une langue et dans une autre. Donc la seule chose pour moi dans l'univers de la traduction qui peut être tricky, c'est si l'auteur comprend la langue de destination. Donc là, en l'occurrence, celui-là, je vais pas le lire en allemand. Je suis tellement reconnaissante que quelqu'un l'ait traduit. Le précédent aussi, j'ai vraiment énormément de gratitude pour les personnes qui ont fait ce travail. Et c'est pas du dédain que de ne pas le lire. Je veux juste pas me mêler de son travail que je considère de l'extérieur comme de qualité, et je suis très contente. Et tu pourrais pas traduire ton propre roman, ou c'est inimaginable? Non, mais j'ai passé 4 ans dans ce machin. Vous voyez l'épaisseur qu'il fait. J'ai passé 4 ans, puis il faudrait encore passer genre 1 an. Non. Non. Ah, et aussi, moi, je traduis du français vers l'allemand. Non, c'est faux. Je traduis de l'allemand vers le français. Et faire le contraire, pour moi, ce serait vraiment compliqué. Je pense que c'est le cas de beaucoup de traductrices, de ne pas être en mesure de faire l'aller-retour. Tu as également choisi le thème du harcèlement sexuel du père envers sa fille. Et pendant la lecture, c'était vraiment difficile pour moi.
de lire ces scènes. C'était vraiment choquant. Et ça m'intéresse comment était ton sentiment pendant l'écriture, parce que je pense que ça doit être très difficile, également comme femme, comme une fille d'un père, d'imaginer tout ça. Oui, comment était votre sentiment? Alors déjà, merci pour la question. Je trouve que c'est une question très courageuse. Donc je te remercie. Je suis touchée. Désagréable. C'était désagréable. Et nécessaire. J'ai dit tout à l'heure que j'avais pas de message. Peut-être que oui, peut-être un petit quand même. Que je voulais pas transmettre un message avec ce livre, mais je vais encore répondre par... Non, d'abord je vais finir de répondre à ta question, mais après je vais dire autre chose. Ce qui est de l'ordre de l'inceste dans ce livre, moi je ne l'ai pas vécu en tant que personne, mais ma maman, oui. Et je lui ai demandé... Vous êtes les premières personnes à qui je le dis parce qu'on va certainement pas se revoir, et ce serait super si ça pouvait rester ici. Je pense que ma maman serait contente si ça restait ici. J'ai parlé avec ma maman, mais elle n'a pas parlé beaucoup, pour comprendre les mécanismes de ce harcèlement, de cet inceste. J'ai lu énormément de livres aussi là-dessus, donc ça, c'était pas très confortable non plus. Et je pense que ce que je voulais faire aussi en parlant, c'est imaginer une grange, ein Stall, une étable, avec du fumier dedans. Comment on dit du fumier en allemand? Professeur de... Fumier. Mist. Mischt. En suisse allemand, c'est mischt. Ouais. Alors une grange pleine de défécation de vaches. En fait, si on laisse ce caca dans la grange, il va pourrir. Les odeurs vont être nauséabondes, ça va pas le faire. C'est pas cool. Par contre, si on utilise ce caca et qu'on le met dans les champs, ça va fertiliser les champs et il va pouvoir pousser autre chose. Je crois que c'est un peu quelque chose de cet ordre-là que j'essaye de faire avec ça. C'est pas un étalage. J'ai pas pris du plaisir à écrire ça. Pour moi, c'était aussi nécessaire que ce soit dit parce que ma mère ne le dirait jamais. Et c'était aussi plus facile pour moi de le placer dans le futur et dans un village qui n'a rien à voir avec ma famille pour que les souvenirs de ma maman soient respectés, que sa mémoire soit respectée. Mais j'imagine que ça ne doit pas être super facile à lire, non? Et j'espère que les personnes qui sont concernées par cette thématique aient eu des trigger warnings avant de lire ça. Ouais. Merci beaucoup pour cette question. Je te remercie. Oui, je pense que la proximité de l'âge a rendu aussi... ouais, ce ne sont plus des adolescentes ici, mais quand même, je ne sais pas, le bac, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être que certaines vivent encore dans leur famille. Donc je pense que c'est une toute autre identification au personnage, aux proximités. Bien sûr. Aucune dernière question? Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à vous, étudiants. On vous laisse encore 5-10 minutes. On arrête l'échange. 5-10 minutes si vous voulez échanger informellement avec les enseignants ou avec Myriam. Et ensuite, à 12h10, on va dire, je vous accompagnerai tous. On ira au-dessus en salle des professeurs où on a un buffet, tous ensemble, y compris les enseignants, y compris Myriam, Madame la Consul. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Prendre le temps de manger ensuite. On reprendra ici à 15h. Donc, vous pouvez laisser vos affaires. Vous pouvez aussi, lorsque vous avez fini de manger, vous balader autour de la plus belle ville de France. C'est l'occasion.
je suis chauvin. Et dans tous les cas, on recommence ici à 15h. Merci beaucoup pour votre attention et merci beaucoup Myriam d'être venue parmi nous. J'aimerais encore dire quelque chose. Moi, avant le buffet, j'ai besoin de 10 minutes où je ne parle à personne. Et après, j'échange volontiers avec vous, mais j'ai besoin d'une petite bulle en les 10 prochaines minutes. Bien sûr. Et tu peux sortir sans problème, il n'y a pas de souci. On t'attendra ici pour remonter, donc tu peux... Super. Et pareil, vous avez les toilettes juste en face. Vous êtes libre. Merci.